Le 10 avril 2024, les autorités maliennes décidaient de la suspension de toute activité politique pour les partis politiques et autres associations assimilées pour des raisons de sécurité, et ces partis étaient accusés de subversion, alors même qu'un dialogue intermalien se préparait. 10 juillet 2024, les autorités rebroussent chemin et décident de la levée de cette sanction contre les partis politiques et les associations assimilées. Aujourd'hui, peut-on dire, au lendemain d'un sommet des chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel, eh bien, que Assimi Goïta aurait besoin de collaboration avec les différents partis politiques sur son territoire. Est-ce une mesure d'apaisement? Est-ce une mesure qui s'impose lorsque la situation sécuritaire a déjà été résolue sur le plan évidemment politique? Eh bien, des questions auxquelles tenteront de répondre notre consultant de ce soir dans cette émission Regard panafricain, qui reçoit donc le docteur Sango, politologue et internationaliste. C'est un plaisir de vous retrouver à nouveau. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Madame Cassandra Bégoudé, merci encore de m'avoir convié à cette émission. Je vais dire bonsoir comme ça à tous nos téléauditeurs et téléspectateurs qui prennent souvent du temps pour nous écouter. C'est un plaisir pour moi d'être là. Je vais aussi dire bonsoir au technicien Kelly, sans qui les auditeurs ne sauraient être édifiés. Pour le reste, je suis content d'être là pour essayer d'apporter encore, comme d'habitude, des esquisses de réponse à cette problématique africaine que vous avez décidé de mettre sur la table d'analyse. Et on démarre les échanges justement pour les analyses du docteur Sango. C'est juste après cette transition. Regard panafricain vous dit bienvenue à ce programme. Vous nous regardez sur nos différentes plateformes internet, For You Media Africa, nous écoutez à travers la 96.3 FM, For You Radio pour ceux qui sont à Douala et ses environs. N'oublions pas l'application également téléchargeable qui nous permet de nous écouter partout dans le monde. Regard panafricain s'intéresse à l'actualité au Mali avant de parler de la Côte d'Ivoire dans la dernière partie de ce programme et le feu vert d'Abidjan donné pour l'arrivée des Américains sur son territoire. Eh bien, docteur Sango, je le disais tout à l'heure, les autorités maliennes ont donc décidé de lever cette restriction contre les partis politiques et autres associations assimilées sur le territoire malien. Au lendemain de ce sommet, qu'est-ce qui a changé? Peut-être avant de parler de ce qui a changé, expliquer déjà ce qui a mené à cette suspension des activités politiques sur le territoire malien. Y avait-il des peurs d'insécurité réelle, des peurs de troubles à l'ordre public, des peurs de cette subversion dont étaient accusés ces différents partis? Je pense que c'est l'avancée sécuritaire sur le terrain qui est la principale cause d'explication de cet acte du gouvernement malien, parce que nous parlons là d'un pays qui a sombré dans une nature atypique à un certain moment donné de son histoire. Le Mali n'est pas à l'état actuel des choses un pays, n'est-ce pas, à la ordinaire, ou alors un pays normal du point de vue, n'est-ce pas, constitutionnel ou alors républicain. Nous savons que le Mali a décidé de s'instaurer dans une sorte de dynamique de discontinuité, parce qu'à un certain moment donné, ce pays-là prenait déjà une direction qui n'était pas en phase avec les intérêts des populations maliennes. Donc, il faut comprendre que l'action du gouvernement malien aujourd'hui s'explique fondamentalement par le fait que depuis que ce pays-là a pris la route de la révolution, il y a eu certaines avancées sur le terrain, parce que il ne faut pas analyser cette action-là sans toutefois partir de la cause qui avait poussé ce gouvernement à suspendre ces partis politiques et ces associations du côté du Mali. La cause épicentrique était laquelle? La cause était, n'est-ce pas ici, la sauvegarde de l'ordre public au regard des multiples défis auxquels le pays faisait face, tant
sur le plan sécuritaire que sur le plan du climat politique et social en vue de l'organisation du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale. Voilà la cause qui avait poussé le gouvernement malien, dans un contexte atypique de son histoire, de prendre ce qu'on peut appeler des mesures conservatoires à l'effet de sauvegarder l'ordre public de ce pays-là. Lorsque vous l'avez donc compris, vous convenez avec moi que aujourd'hui, depuis le 13 avril au 10 mai 2024, il y a eu une sorte d'avancée sur le terrain, tant sur le plan sécuritaire. Il n'y a plus la recrudescence des frappes djihadistes. Le nord du Mali, qui était menacé de sécession, est aujourd'hui sous la contrôlabilité du gouvernement malien. Et on voit aujourd'hui que sur le plan de la configuration des partenariats tant international que sous-régional, il y a eu des avancées avec des partenaires tels que la Russie, des partenaires tels que la Chine et récemment encore l'opérationnalisation de ce grand projet qui est la Confédération des États de l'AES. Donc, lorsque vous mettez sur la table ces ingrédients-là, ces éléments-là, je pense que le gouvernement a compris qu'il était important de lever cette suspension-là à l'effet de conduire cette fois-ci le pays dans une sorte de normalité politique. Parce que le gouvernement malien aujourd'hui est conscient que pour asseoir l'activité politique ou asseoir leur légitimité, il est important de faire avec tous les filles et les fils de ces pays-là, mais aussi et surtout avec toutes les organisations. Et parmi ces organisations-là figurent bel et bien les partis politiques. Merci, Dr Sango, pour cette première lecture. Alors, le communiqué dit vouloir mettre en œuvre les recommandations du dialogue dans un climat de maîtrise de la situation sécuritaire, politique et sociale. Au-delà de tout cela, est-ce qu'on pourrait penser dans des analyses un peu plus poussées que le colonel Assimi Goïta, aujourd'hui, a besoin de cette participation des partis politiques et des différentes associations assimilées pour observer aussi le climat politique de son pays? Est-ce qu'on peut voir en cela une sorte de tamis, une sorte d'essai sur le plan politique? Absolument. On ne peut pas aujourd'hui concevoir la gouvernementalité du Mali et en dehors, n'est-ce pas, de certains de ses enfants, en dehors de certains acteurs politiques, fut-il, n'est-ce pas, de l'opposition aujourd'hui. Chacun a sa pierre à apporter dans la construction de l'édifice de ce qu'on peut appeler la maison du Mali aujourd'hui. Ce qui est important à intégrer, c'est d'abord cette réalité-là. Et le président Goïta et ses pairs qui l'accompagnent dans cette dynamique-là ont compris cette réalité-là, ont compris que pour asseoir leur légitimité et résoudre les problèmes importants auxquels le Mali est confronté aujourd'hui, il est important de faire avec toutes les forces vives de cette nation-là. À condition, parce qu'il y a une condition là aujourd'hui, la condition c'est laquelle? C'est de travailler dans le sens de respecter les intérêts généraux du peuple malien. C'est ça l'important aujourd'hui. Parce que lorsqu'on dit qu'on travaille avec tout le monde, on ne travaille pas avec les gens qui ont des objectifs, n'est-ce pas, de déstabilisation du Mali. Et des objectifs, n'est-ce pas, ici, d'insécurité, des objectifs qui visent à soumettre le Mali à la vassalisation de ce que nous appelons l'impérialisme et la colonisation. Donc aujourd'hui, le président Assimi Goïta est rattrapé par ce qu'on appelle la raison d'État, puisque ses actions s'expliquent fondamentalement par cette raison d'État-là. S'il est important aujourd'hui pour lui de faire avec les partis politiques de l'opposition, cette façon de faire doit être conforme à la raison d'État qui voudrait que le Mali travaille pour les intérêts du Mali et pour sa population. Autre ambition en dehors de celle-là, je pense que ces personnes-là seront très vite rappelées à l'ordre. Il ne s'agira pas de dire que le président Assimi Goïta est un dictateur
ou alors un oligarque. Non, il s'agira tout simplement de la réelle politique qui voudrait que le président en chef recadre tous les citoyens et citoyennes dans la dynamique de la construction de leur État. Et vous savez mieux que moi que lorsque ce dernier est arrivé au pouvoir, il a, n'est-ce pas, structuré son action autour d'un triptyque: le respect des intérêts du peuple malien, le respect des choix stratégiques de cet État sur le plan international et le respect de la souveraineté du Mali sur le plan international. Donc vous convenez avec moi que ces trois éléments, en réalité, suffisent pour analyser et comprendre ce que c'est que la raison de l'État et les intérêts d'un pays. Donc voilà un peu comment il faut comprendre cette action-là. C'est une action, n'est-ce pas, politique qui peut se comprendre et qui se comprend justement à travers ce qu'on appelle la raison d'État. Merci, Dr Sango. Les partis politiques dont on parle au Mali étaient accusés de discussions stériles, de subversion, je le disais d'ailleurs tout à l'heure. Ces partis politiques étaient accusés de vouloir porter atteinte ou alors mettre en danger les activités du dialogue national qui était en cours dans le pays à cette période-là. Aujourd'hui, carte blanche pour ces différents partis politiques, carte blanche pour ces partis politiques qui n'ont pas forcément la même vision que les autorités en place. On se rappelle que durant cette période de 3 mois, Dr Sango, certains leaders de ces partis politiques ont profité pour s'exprimer sur les médias étrangers, et sur ces médias étrangers critiquaient la position des autorités en place, critiquaient la présence même de ces autorités en parlant qui de dictature, qui de vouloir se maintenir au pouvoir. Aujourd'hui, avec la création de cette confédération de l'Alliance des États du Sahel, est-ce qu'on peut dire qu'on pourrait faire confiance à ces partis qui étaient accusés de ces faits mentionnés tout à l'heure? Non, je ne pense pas qu'on pourrait parler aujourd'hui d'une sorte de carte blanche à ces partis politiques de l'opposition. Non, il ne s'agit pas de carte blanche. Il s'agit tout simplement du fait que le contexte n'est plus le même. Okay. Le président Assimi Goïta avait pris cette décision pour sauver, n'est-ce pas, la sauvegarde de l'ordre public et fondamentalement le dialogue intermalien qui était en train de se ternir. En ce moment-là, il ne fallait pas, n'est-ce pas, des points de vue divergents, il ne fallait pas des analyses stériles comme l'a qualifié le gouvernement malien, il fallait faire bloc pour trouver des solutions importantes aux problématiques profondes qui traversaient le Mali. Donc cette action-là avait été prise dans ce contexte-là. Donc aujourd'hui, nous ne sommes plus dans ce même contexte-là. Du moins, il y a eu une sorte d'évolution sur le terrain. C'est pour cela que le président Assimi Goïta a levé cette suspension qui peut à tout moment être reprise lorsque l'intérêt du Mali sera en danger. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Okay. Il faut savoir que dans un État, la contradiction a toujours été naturelle. Oui. On ne peut pas penser un pays, une nation sans contradiction. Mais il est souvent important de savoir que dans ces contradictions-là, il y a ce qu'on appelle la juridiction de la raison. Devant cette juridiction de la raison-là, qui est généralement l'intérêt supérieur de l'État, aucune contradiction ne saurait demeurer irréductible. Il est souvent important que face à cette juridiction de l'histoire-là, à cette raison de l'État, que les partis politiques, quel que soit leur bord, sachent se mettre ensemble pour sauver cet intérêt de l'État-là. C'est ce que nous voyons généralement, même dans ce que les Occidentaux présentent comme les grandes démocraties, entre guillemets, aujourd'hui. On voit bel et bien que là-bas, lorsque l'intérêt national de l'État est menacé à partir des velléités étrangères, ces partis politiques s'embrassent, se mettent ensemble, convergent pour sauver ce qu'ils appellent souvent la sûreté de l'État et la continuité de l'État. C'est la même chose qu'Assimi Goïta et ses pairs ont voulu sauver du côté du Mali, parce que la raison de l'État, la sûreté de l'État, la continuité de l'État était menacée. Donc aujourd'hui, l'évolution, le contexte a évolué
et Assimi Goïta, donc avec des éléments de rassurance que je vous ai indiqués dans mon entrée, il est aujourd'hui conscient qu'il est important de faire une étape vers la consolidation donc de la démocratie malienne, puisque en réalité c'est de ça qu'il est question. Lorsqu'on parle de la démocratie, ça ne sera plus la démocratie comme le veulent les puissances occidentales, mais c'est cette fois-ci une démocratie malienne qui s'implémente avec le calendrier malien en tenant compte des intérêts du peuple malien sur le terrain. Nous ne sommes plus à l'époque où le Mali recevait des injonctions, où le Mali avait un calendrier imposé. Aujourd'hui, on voit bel et bien que le Mali est souverain, le Mali se comporte comme un pays souverain. Et comme je vous ai dit, si ces partis politiques, dans leurs activités, travaillent dans le sens de s'éloigner de l'intérêt du Mali, il appartiendra donc au gouvernement malien souverain de prendre des décisions qui s'imposent pour recadrer ces partis politiques, pour qu'ils comprennent qu'en réalité, s'ils ont droit d'exister dans un pays, c'est pour travailler pour le bien-être de ce pays-là. La contradiction ne signifie pas toujours la déstabilisation. Merci, Dr Sango. Eh bien, parmi les conclusions du dialogue intermalien qui s'était tenu, il ressort que lors de l'élection présidentielle, les partis de tous bords pourront donc participer. Cette décision du président, enfin du gouvernement d'Assimi Goïta aujourd'hui, on rappelle que cette décision a été prise au lendemain d'un conseil de ministres qui s'est tenu le 10 juillet dernier. Avoir cette levée de restrictions contre ces partis politiques et autres associations assimilées, est-ce qu'on peut y voir une volonté du président Assimi Goïta de vouloir faire participer à la vision des pays de l'AES, les différents partis. Au sein de ces partis, on ne va peut-être pas tous les citer, ni les leaders. On se souvient de ceux qui sont contre cette création, par exemple, de la Confédération, contre le rassemblement du Mali, du Burkina Faso et du Niger au sein de l'AES à la base, après la signature de la charte de Liptako-Gourma le 16 septembre 2023. On sait qu'il y en a qui estiment aujourd'hui que le pouvoir est embrigadé par des militaires, par exemple. Ce pari que vient poser aujourd'hui Assimi Goïta, est-ce une manière de tendre la main et dire à ces partis, venez, travaillez avec nous, partagez avec nous la vision que nous avons sur le terrain en ce qui concerne le monde multipolaire ou encore la Confédération et même les partenariats sud-sud. Est-ce que c'est un pari risqué ? Je ne penserais pas que ce soit un pari risqué parce que le président Assimi Goïta qui travaille avec ses pairs nigériens et burkinabés aujourd'hui sont suffisamment aguerris en termes de stratégie, en termes d'information et en termes même de technicité gouvernementale aujourd'hui pour ne pas tomber facilement dans certains pièges qui leur seraient tendus de la part de l'ennemi en face aujourd'hui. Je pense que la situation du Mali que vous venez de décrire aujourd'hui et qui se polarise autour, n'est-ce pas, des deux positions, une position qui voudrait que le Mali cesse d'être, n'est-ce pas, le vassal des puissances occidentales, l'impérialisme occidental, et de l'autre côté, cette maigre opposition qui pense que la situation et du Mali était la meilleure et que les décisions que le gouvernement malien est en train de prendre aujourd'hui ne seraient pas aussi importantes. Je pense que lorsqu'on est vraiment rationnel, lorsqu'on est vraiment un homme politique équilibré et lorsqu'on est un Africain aujourd'hui éclairé, on n'a plus besoin de se laisser manipuler par ce genre de conception. On n'a qu'à faire ce qu'on appelle l'historiographie des relations du Mali ou de l'Afrique avec ces puissances occidentales-là. Parce que ceux qui travaillent aujourd'hui, ou du moins ceux qui pensent qu'aujourd'hui, les décisions que le Mali est en train de prendre ne seraient pas bonnes pour le Mali,
Pourquoi le Mali est donc resté dans cet état de sous-développement, dans cet état de pauvreté, dans cet état de djihadisme, alors que ce Mali-là était dans cette CEDEAO-là. Ce Mali-là était avec ses partenaires internationaux depuis 1960. Ça veut dire qu'il y a un problème. Parmi ces partis, je vous relance rapidement, Dr Sango, il y en a qui ont estimé que la décision, par exemple, de sortir de la CEDEAO était une décision unilatérale du gouvernement, était une décision autoritaire, par exemple, qui ont également accusé le gouvernement en place de vouloir vivre en autarcie, de se retirer totalement, mais sans mentionner qu'en fait, le Mali ne se retire pas, puisque le Mali continue de coopérer avec la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, la France et autres, mais sur d'autres plans, on peut le dire ainsi, en attendant de remodeler les rapports. Est-ce que ce n'est pas une boîte de sucre qui est ouverte là pour les fourmis sur le plan politique? On ne saurait parler d'une décision unilatérale parce que le Mali n'était pas jusque-là dans la situation normale d'un État normal qui fonctionnait en ce moment-là. Et certains estimaient qu'il fallait un référendum constitutionnel, par exemple, pour prendre une telle décision. Je pense que le Mali venait jusque-là de tenir un dialogue intermalien où tous les enfants du Mali se sont mis ensemble autour d'une table pour parler des grandes solutions du Mali. Et dans ces résolutions, je pense même qu'il y a certaines résolutions qui ont été prises en faveur, n'est-ce pas, des partis politiques de l'opposition. Parce que parmi ces résolutions-là, il est quand même aussi dit que le Mali doit revenir à l'ordre constitutionnel, organiser les élections. Et tous ces partis pourront participer. Tous ces partis pourraient participer. Donc moi, je pense que ce serait un tout petit peu être excessif en disant que le gouvernement a pris un acte, n'est-ce pas, unilatéral. Bien plus, il faut savoir que il y a ce qu'on appelle le pouvoir discrétionnaire du président de la République et du gouvernement. Au moment où un pays est dans une situation, n'est-ce pas, de défaillance, lorsque l'État est en guerre, lorsqu'un État est confronté à certains troubles liés à son histoire politique, il revient généralement souvent au président de la République de prendre des actions discrétionnaires. Quand on dit discrétionnaire, c'est des actions qui ne demandent pas l'avis des uns et des autres parce qu'on estime que dans un tel contexte, ce serait, n'est-ce pas, retarder l'avenir de l'État. Parce que le fait d'organiser, n'est-ce pas, par exemple, un référendum, le fait d'aller consulter le Parlement dans une situation de crise, de guerre, on estime par exemple que le temps serait insuffisant pour sauver l'avenir de l'État. Et c'est dans cette logique-là qu'il faut analyser aujourd'hui le Mali. Le Mali a été agressé. Le Mali a été pris en otage par l'impérialisme occidental. Le Mali a été, n'est-ce pas ici, totalement déstabilisé par les puissances occidentales. Face à cette situation, il fallait bel et bien des mesures d'urgence. Et c'est pour cela que Assimi Goïta est intervenu en collaboration avec la population parce que il faut savoir que tout ce que Assimi Goïta fait est majoritairement accepté par la population. Il est donc intervenu pour sauver cette continuité de l'État-là. C'est la même chose au Niger avec Tiani à l'époque de Bazoum. Tiani avait compris que Bazoum ne travaillait pas pour l'intérêt du Niger. Et pour ne pas mettre en péril l'avenir du Niger, il est intervenu pour sauver la continuité du Niger, pour que le Niger ne périsse pas à cause d'un seul individu. Donc, il y a la raison, l'intérêt général supérieur de l'État qu'il faut mettre en exergue pour comprendre à un certain moment donné les actes que posent ces différents présidents, à savoir Assimi Goïta, Tiani et Traoré. La confédération de l'État qui vient de naître aujourd'hui, on peut peut-être subodorer là-dessus, on peut par exemple faire des critiques là-dessus, mais on comprend bel et bien que cette confédération-là reste aujourd'hui indispensable pour consolider le processus sécuritaire dans ces trois pays et à l'effet d'impulser le développement économique qui pourra à terme
prendre, n'est-ce pas, mettre à l'abri les besoins de base des populations de ces trois pays-là qui souffrent depuis 1960 alors qu'ils collaboraient avec les puissances occidentales. Docteur Sangon va peut-être sortir de cette première thématique par cette question. Le premier ministre Choguel Kokala Maïga, s'exprimant une fois, et d'ailleurs le ministre également de l'administration territoriale, Abdoulaye Maïga, au Mali, avait réitéré cela. Comment parler encore d'opposition au Mali ? Il n'y a plus d'opposition en principe. La politique ne saurait continuer comme si de rien n'était. Il y a aujourd'hui une transition. Comment dans une transition, la politique pourrait être centré autour d'une opposition et pourtant les partis politiques devraient peut-être travailler soit avec le gouvernement, soit retarder leurs activités politiques. Est-ce qu'on pourrait dire que techniquement, il ne devrait plus exister d'opposition tout court, il devrait y avoir des collaborateurs du gouvernement ou pas d'activité politique, simplement? Non, il ne faut pas absolutiser, parce qu'on ne peut pas dire qu'il ne doit pas exister une opposition. Cette affirmation du Premier ministre, n'est-ce pas, s'inscrit tout simplement dans le contexte qui voudrait que les gens comprennent que dans un contexte de transition, dans un contexte insécuritaire aussi élevé, il est important pour les partis politiques de taire, d'accord, leur position, n'est-ce pas, des revendications, leur position de critique pour la critique, pour mettre, n'est-ce pas, ensemble leur énergie à l'effet de sauver l'avenir de l'État. Parce que si l'État, n'est-ce pas ici, disparaît, si l'État sombre, vous allez effectuer les activités dans quel environnement? Il faut donc sauver d'abord l'environnement, le champ politique dans lequel vous voulez exercer. Parce que si ce champ politique-là disparaît, vos activités ne pourront pas se tenir. Donc le Premier ministre fait cette affirmation en tenant compte du contexte transitionnel qui caractérise le Mali, qui est un contexte atypique. Si demain le Mali revient à l'ordre constitutionnel, l'opposition pourra en ce moment-là travailler normalement et effectuer ses activités politiques. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Donc, il faut savoir que lorsqu'on dit opposition, en réalité, on ne doit pas toujours penser que c'est des personnes qui doivent totalement faire ce qu'on appelle la formule de la table rase, la formule de la tabula rasa du système en place. On ne critique pas tout. Lorsque vous êtes opposant, vous faites des critiques qui visent à consolider le travail, par exemple, du gouvernement qui est en place. Parce que généralement, un gouvernement est efficient et efficace sur le terrain si il a en face de lui une opposition républicaine qui travaille. Parce que c'est en fonction des propositions de l'opposition, des reproches de l'opposition, que le gouvernement ajuste ses actions sur le terrain. Mais si vous êtes seulement une opposition qui est là pour travailler pour la déstabilisation, pour faire la critique stérile, pour faire la critique liée aux personnes, pour ne même pas apprécier ne serait-ce que les bonnes actions du gouvernement, ça veut dire qu'en réalité, vous avez d'autres agendas qui n'ont rien à voir avec la construction de l'édifice de votre pays. Donc, c'est ce recadrage technique-là que le Premier ministre voulait faire à travers cette affirmation-là. Il ne faut pas voir en cette affirmation une sorte, n'est-ce pas, d'affirmation absolue qui vise à supprimer l'opposition ou alors à concevoir un Mali sans parti politique d'opposition. Non, ces partis politiques sont importants, mais sauf qu'ils doivent travailler dans le sens de la républicanité, dans le sens de l'intérêt supérieur
de la nation. Et du coup, ils ne sont non plus ils ne sont donc plus de l'opposition. L'opposition tient son nom de ce qu'il faut s'opposer au pouvoir en place. Alors, dans ce contexte, au Mali, où on a bien l'impression que le pays est parti pour aller sur la bonne voie, pour, comme le disent souvent les autorités des trois pays, redonner la souveraineté perdue au Mali, au Niger ou au Burkina Faso. À partir de ce moment-là, on s'oppose à quoi? C'était l'une des interrogations principales d'Abdoulaye Maïga, ministre de l'administration territoriale au Mali. Absolument, c'est une question fondamentale parce qu'il met en exergue la souveraineté du Mali pour laquelle le gouvernement en place est en train de lutter, est en train de combattre, est en train de faire des fours et des mains pour se la réapproprier. Et si un parti politique n'arrive pas à comprendre cela, si un parti politique structure son idéologie contre la souveraineté d'un État, en ce moment-là, on peut bel et bien s'interroger sur cette partie politique d'opposition. Je suis encore en train de vous dire que on n'est pas parti politique d'opposition parce qu'on doit faire des critiques de toute nature. Oui. On ne s'oppose pas à toute action. Il y a des actions sur lesquelles on s'oppose. On n'est pas parti politique de l'opposition parce qu'on veut dire non catégoriquement au système en place. Non, il faut faire des critiques constructives. Or, lorsque vous faites une critique, par exemple, qui va à l'encontre, par exemple, d'une action souverainiste, d'une action qui vise à sauver le Mali, à enlever le Mali de la cause qui l'a fait sombrer dans la pauvreté et le sous-développement, alors là, on est en droit de se poser la question de savoir de quoi vous opposez-vous réellement. On ne s'oppose pas à des actions régaliennes. On peut tout reprocher aujourd'hui au gouvernement malien, mais sauf leur volonté de se réapproprier la souveraineté. Et vous savez qu'un État, quelle que soit sa bonne intention, quelles que soient ses richesses, quelles que soient ses capacités économiques avérées, ne peut pas se développer et satisfaire les intérêts de sa population s'il n'est pas libre, s'il n'est pas souverain. Or, c'est la situation des États africains aujourd'hui. Les États africains aujourd'hui sont encore pour la majorité des États néocoloniaux, des États qui ne s'appartiennent pas, des États qui sont téléguidés par des puissances occidentales. C'est pour cela que Assimi Goïta et Tiani et Traoré ont compris que pour mettre un terme à cela, il faut mourir pour leur souveraineté. Et ce projet-là, cette ambition-là est déjà en train de porter les fruits sur le terrain. Et je pense pour ma part que l'opposition devrait y converger ou du moins structurer leur action dans le sens de la consolidation de cette souveraineté-là. Parce que eux-mêmes, lorsqu'ils vont arriver au pouvoir demain, cette souveraineté leur sera importante dans la consolidation et l'implémentation de leur politique publique. Sauf s'ils disent ouvertement que eux, ils n'ont pas pour idéologie de travailler pour les intérêts de la population. En ce moment-là, le peuple ou l'opinion africaine tout entière comprendra que, en réalité, voilà donc les gens qui sont encore prêts à servir des néocolons, à servir, n'est-ce pas, des entités instrumentales pour maintenir encore l'Afrique dans le sous-développement et l'insécurité. Voilà le schéma qu'il faut aujourd'hui utiliser et privilégier pour lire l'actualité politique dans les différents champs politiques de ces trois pays qui ont décidé de se mettre ensemble autour de la Confédération. Et merci à vous, Dr Sango, pour ces lectures sur la question au Mali. Les partis politiques sont à nouveau autorisés à avoir leurs différentes activités politiques sur le territoire. C'est une décision de Bamako depuis le 10 juillet 2024. Au lendemain d'un conseil de ministres, eh bien, on va prendre une courte transition, Dr Sango. On reviendra juste après. Ce sera pour aborder la question de la présence militaire américaine en Côte d'Ivoire après le feu vert donné par les autorités d'Abidjan. Africa!
Allez, merci de nous écouter toujours. Regard panafricain suit son petit bout de chemin. D'ailleurs, c'est la dernière ligne droite. Nous aurons terminé dans quelques minutes, mais abordons l'actualité qui met en exergue la Côte d'Ivoire et Washington. Eh bien, Abidjan ou Porto Novo, il semble que cette fois-ci, c'est Abidjan qui est gagné ou alors tiré à la courte paille. Les autorités de Washington réfléchissaient à comment redéployer leurs forces après avoir été chassées du Niger. D'ailleurs, on le rappelle, à titre d'information, que lundi dernier, les dernières ou alors les premiers déplacements de Washington vers Niamey, ou du moins, disons que les derniers qui étaient encore sur le territoire de Niamey sont en train de partir et donc vont se redéployer en Côte d'Ivoire après que Abidjan ait décidé d'accepter de donner le feu vert d'une certaine manière à cette base militaire qui va s'installer dans le nord-ouest du pays. Cette annonce a été faite dans un contexte où déjà, il y a de cela quelques semaines, le Niger accusait encore le Bénin d'être une base arrière dans un projet de déstabilisation du Niger. Maintenant, le Burkina Faso aujourd'hui accuse la Côte d'Ivoire d'être une base arrière dans un projet de déstabilisation à Ouagadougou. Comment comprendre cette chaîne militaire qui est en train de se former autour des pays de l'AES aujourd'hui avec la présence militaire prochaine en Côte d'Ivoire, Dr Sango? C'est tout simplement les stratégies de déstabilisation, la continuité de cette stratégie de déstabilisation. Parce que lorsque vous voyez les différentes crises qui ont caractérisé l'Afrique jusqu'aujourd'hui, lorsque vous voyez les différents coups d'État qui se sont opérés dans le processus politique en Afrique aujourd'hui, ces coups d'État ont prospéré justement parce qu'il y avait ce qu'on appelait les bases arrières. Or, ces bases arrières étaient sur quel sol? Ces bases arrières étaient sur le sol africain. C'est un pays africain qui se livrait comme un instrument, comme un ennemi pour déstabiliser un autre pays africain. Lorsque vous prenez par exemple le cas du Burkina Faso, ce n'est pas aujourd'hui. Le Burkina Faso avait été déstabilisé à l'époque de Thomas Sankara par la Côte d'Ivoire avec les actions d'Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny, lorsque vous analysez sa façon de faire et sa politique, c'était le plus grand distributeur des coups d'État et des processus de déstabilisation en Afrique aujourd'hui. Récemment encore, on a vu comment l'ex-président Blaise Compaoré, après sa chute du côté du Burkina Faso, s'est réfugié en Côte d'Ivoire. Il ne s'y est pas réfugié pour rien. Il y est parti justement parce que la Côte d'Ivoire pouvait voir en lui quelqu'un qui pouvait influencer ou continuer d'influencer la gouvernementalité du Burkina Faso. Donc aujourd'hui, nous avons déjà démontré ici à suffisance que les bases étrangères, les militaires étrangers en Afrique n'ont pas non plus une fonction d'être. C'est-à-dire l'Afrique ne tire rien en termes d'intérêt de leur présence. Au contraire, leur présence est un cancer, est un poison qui envenime le processus économique des États africains aujourd'hui. La présence militaire, la présence de ces militaires américains du côté de la Côte d'Ivoire aujourd'hui s'explique tout simplement par le contexte que traverse cette sous-région de l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui. Vous savez mieux que moi que l'influence occidentale a été vomi dans ces différents pays-là. Les bases militaires françaises ont été chassées dans ces trois pays et ces bases américaines aussi ont été chassées. Donc aujourd'hui, voyant cette situation, ce bloc occidental est en train de s'organiser pour pouvoir revenir avec force. Parce que leur objectif n'est pas de partir. Parce que lorsque vous voyez la persistance de ces bases militaires étrangères là, lorsque vous voyez comment Ouattara multiplie des stratégies pour les maintenir ou les faire revenir, c'est parce que ces pays occidentaux ont compris qu'ils ne peuvent pas vivre
sans l'Afrique. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, ces bases militaires américaines en Côte d'Ivoire participent de la stratégie de réorganisation de ces puissances occidentales qui veulent se redéployer autrement pour revenir avec force dans cette sous-localité de l'Afrique de l'Ouest. Et cela est davantage vrai lorsqu'on met en exergue les affirmations et les actions de ces pays-là sur le plan international. Récemment encore, vous avez vécu l'affirmation d'un ancien général français qui avait montré de manière péremptoire et ostentatoire leur réelle volonté de revenir avec force en Afrique. Lorsque vous voyez les partenariats de la France avec les autres États africains qui n'ont pas encore pris le banc de cette révolution souverainiste impulsée par les 3 États de l'AES, vous comprenez bel et bien que la France veut revenir. Donc, moi, je pense que il n'est plus important de s'appesantir sur cette façon de faire, parce que à la question de savoir quand est-ce que les bases militaires étrangères cesseraient d'être présentes en Afrique, la solution ne viendra pas aussi facilement que cela. Au lieu de rester dans cette position de questionnement, dans cette position d'analyse permanente des tractations des bases militaires étrangères en Afrique, il est important tout simplement pour les pays africains de s'organiser aussi au même titre que le font ces puissances occidentales. La question est de savoir qu'est-ce que l'Afrique fait face donc à cette défractation des puissances occidentales. On voit que l'Amérique ne veut pas partir, l'Amérique veut revenir, l'Amérique veut déstabiliser la confédération de l'AES. Face donc à cela, qu'est-ce que l'Afrique fait pour réagir, pour répondre à cela? C'est là la question fondamentale sur laquelle il faut répondre aujourd'hui. Pour ma part, je pense que l'Afrique ne s'organise pas davantage. L'Afrique ne prend pas, n'est-ce pas ici, en considération, ou alors le problème avec une grande importance aujourd'hui. Ce que les États de l'AES sont en train de faire serait davantage efficace et puissant si les autres États africains comprenaient l'enjeu et l'avenir du continent africain, Madame Cassandra. Parce que c'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Il s'agit de l'avenir du continent dans son ensemble. Nous ne sommes pas ici en train d'analyser l'avenir du continent de manière dispersée, de manière balkanisée. On ne peut pas dire que parce que ces bases militaires-là ont été chassées des États de l'AES, qu'on ferme les yeux dans des autres États. Ce que Alassane Ouattara est en train de faire, il faut le dénoncer par des moyens d'élimination systématique et travailler pour que ce dernier, à défaut de retourner sa veste et comprendre qu'il doit travailler pour les intérêts du continent africain, travailler pour qu'il ne soit plus à même de prendre des décisions aussi belliqueuses à la tête d'un noble État africain qu'est la Côte d'Ivoire. Donc, le problème est au niveau de la configuration des rapports de force. C'est ça l'élément important qui va permettre au continent africain de se mettre à l'abri de ces processus de déstabilisation des puissances occidentales qui resteraient toujours pérennes tant que le monde serait organisé tel qu'il est aujourd'hui. Or, le malheur qu'on a, c'est quoi? C'est que le monde est organisé de telle sorte que toutes les matières premières, j'ai envie de dire, la majorité des matières premières et des ressources naturelles sont présentes en Afrique. Et il se trouve qu'en Occident, ce n'est pas le cas. Vous voyez donc que l'Occident ne serait pas aujourd'hui prêt à accepter cette réalité-là. Pour que l'Occident survive économiquement, ils ont toujours besoin de cette politique de déstabilisation, de chaos, de violence pour exister. Pour mettre donc un terme à cela, ce n'est pas en allant demander leur bonne foi, ce n'est pas en allant quémander, n'est-ce pas, leur pardon, c'est en développant des rapports de force, d'affranchissement. Je prends toujours la métaphore d'un grand frère et d'un petit frère, ou d'une grande sœur et d'un petit frère à la maison.
qui, n'est-ce pas ici, bagarre chaque fois. Chaque fois, la grande sœur tape le petit frère parce que le petit frère est encore enfant. Mais lorsque le petit frère grandit, lorsque le petit frère comprend que désormais, il possède en lui des éléments importants de riposte, alors là, la grande sœur va réfléchir par 1000 fois avant de mettre la main sur lui encore. Donc, c'est la même métaphore qu'il faut comprendre aujourd'hui dans les rapports entre les États. Les États se respectent justement parce que il y a ce qu'on appelle l'indice de puissance réciproque. C'est cet indice de puissance-là qui fait en sorte que les États soient respectés sur le plan international. Parce que dans les relations internationales, il n'y a pas la morale. Il n'y a pas la morale là-bas. On ne va pas vous respecter parce que la morale dit que c'est bien de respecter tel État. Non, on vous respecte justement parce qu'on sait que si on ne le fait pas, vous allez imposer le respect. Or, lorsque vous voyez aujourd'hui l'Afrique, est-ce que les États de l'AES, pris isolement, sont aujourd'hui prêts à faire face à toutes ces puissances occidentales organisées qui veulent mettre, qui veulent faire main basse à l'Afrique? Donc, c'est une interpellation aux autres États africains pour qu'ils comprennent que le combat que les États de l'AES sont en train de faire est un combat important pour lequel eux-mêmes, ils doivent, n'est-ce pas ici, mettre la main. Parce que l'objectif pour lequel les États de l'AES sont en train de combattre n'est pas seulement un objectif lié à ces trois États. La preuve, lorsque vous voyez cette confédération, l'objectif n'est pas seulement de rester fermé. Cette confédération est ouverte, laisse les passerelles aux autres États africains. Parce que eux-mêmes ont dit que la confédération n'était qu'une étape vers la fédération. Ce qui montre que le problème aujourd'hui est celui de la création de l'État fédéral africain. C'est la seule chose qui va libérer l'Afrique. C'est la seule chose qui va mettre un terme à ce déploiement des bases militaires étrangères sur le sol africain. Okay. Mais tant que cela ne sera pas le cas, tant que les États africains continueront à briller par ce qu'on appelle la balkanisation, comme nous le voyons aujourd'hui, au moment où Assimi Goïta pense que l'Afrique doit prendre en main sa souveraineté, Ouattara continue encore à penser que l'Afrique est encore enfante pour se diriger par elle-même. En ce moment, l'Afrique va toujours être un dépotoir, une poubelle, une entité instrumentale au jeu de la manipulation occidentale. Merci, docteur Sango. Alors, pendant que les autorités du Niger, dirigées bien sûr par Abdourahmane Tiani, chassent les autorités, enfin chassent les militaires de Washington en brandissant la souveraineté nationale, les intérêts et les aspirations du peuple, eh bien, la Côte d'Ivoire estime que le commandement des États-Unis pour l'Afrique, en abrégé AFRICOM, peut s'installer sur son territoire car la zone du nord-ouest, particulièrement à Oudiéné, nom de la localité où sera basée cette présence militaire américaine, mérite d'être protégée parce que très en proie au terrorisme, très en proie à l'insécurité, aux attaques des rebelles. Que dire face à un argument comme celui-là brandi par Abidjan? S'il ne faut pas la présence d'AFRICOM, qui peut protéger Abidjan? Des États de l'AES, des coopérations sud-sud, des partenariats de forces conjointes, par exemple, comme ça se voit entre le Mali et le Burkina Faso? Madame, même si cette situation-là était avérée, même si cette affirmation, cette raison-là était vraie aujourd'hui, est-ce que la solution consisterait donc à aller chercher un étranger pour venir vous protéger? Certains diront que c'est pareil dans le Sahel, avec les partenariats avec la Russie, par exemple. C'est ça la question fondamentale aujourd'hui. Non, je pense qu'il ne faut pas faire un confusionnisme avec le Sahel aujourd'hui.
et lorsque vous voyez cette nature des partenariats sur le plan international. Parce que, parlant de ce terrorisme-là, on reviendra toujours sur la cause essentielle et fondamentale qui est à l'origine de ce terrorisme-là. Qu'est-ce qui cause le terrorisme? Parce que le terrorisme, en réalité, ne tombe pas du ciel comme de la pluie sur terre. C'est quelque chose qui est créé, c'est un constructivisme de la part des puissances occidentales qui l'utilisent pour faire main basse aux richesses et aux ressources naturelles des pays africains aujourd'hui. Donc aujourd'hui, lorsque Alassane Ouattara fait appel aux pays américains, aux puissances américaines pour venir le protéger, il est en train de mettre sa sécurité entre les mains d'un ennemi, ou du moins entre les mains de celui qui a créé cette insécurité-là. Parce que parmi les pays qui font main basse aux richesses africaines, aujourd'hui figurent bel et bien les États-Unis, les puissances occidentales. Comment pouvez-vous aller appeler un partenaire qui utilise le terrorisme comme étant un élément de diplomatie internationale? Donc, pour moi, c'est un problème aujourd'hui. Alassane Ouattara ne peut pas évoquer un tel argument et justifier la présence américaine sur son sol. La présence des forces américaines en Côte d'Ivoire n'a aucun sens aujourd'hui. Je vous entends, docteur Sango, mais il reste que l'armée ivoirienne est peinte en fait comme une armée qui n'est pas suffisamment aguerrie. En ce qui concerne les armées en Afrique, on ne cite pas réellement l'armée de la Côte d'Ivoire comme une armée puissante. C'est pourquoi j'orientais un tout petit peu le point de vue. Faut-il penser à des coopérations avec les pays de l'AES et se dire, bon, tant qu'à faire, on ne pourra pas inviter ces étrangers qui, comme vous le dites, sont accusés d'être responsables de l'insécurité en Afrique. Peut-on se protéger mutuellement? Mais dans le contexte actuel, docteur Sango, avec les différentes accusations du Burkina Faso, par exemple, du Niger et même du Mali par le passé avec l'affaire des 49 mercenaires, est-il possible d'envisager une coopération, un partenariat sécuritaire avec le pays voisin, la Côte d'Ivoire? Oui, madame, la coopération, le partenariat en termes militaires ne vient accompagner que ce qui est déjà impulsé comme dynamique au niveau interne. L'armée ivoirienne est restée aujourd'hui une armée légère sur le plan africain, justement parce que le politique l'a voulu ainsi. Le politique l'a voulu ainsi. Si au niveau interne, vous n'avez pas un leader qui a la volonté, j'ai envie de dire la réelle volonté de construire son indice de puissance, votre armée ne sera que le reflet de vos leaders. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Donc le partenariat, c'est bien, c'est vrai, c'est normal. Mais le partenariat ne vient pas, n'est-ce pas ici, prendre le vide, remplacer l'élément régalien militaire de l'État sur le terrain. Le partenariat vient en appui. Et lorsque le partenaire arrive, il s'adosse sur l'idéologie, la vision qui est portée par le pays. La vision n'est pas une vision, n'est-ce pas ici, réelle de volonté et de sécurisation. Ce partenariat-là sera un partenariat servile. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, puisque vous avez fait la comparaison avec les États de l'AES, aujourd'hui, ce n'est pas le cas avec les États de l'AES, le partenariat dans les États de l'AES. Parce que là-bas, au niveau interne, on a déjà une réelle volonté, n'est-ce pas, de se protéger par soi-même, de s'approprier son indice de protection. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. On ne sous-traite pas la défense et la sécurité. On peut appeler un partenaire pour vous venir en aide. Et c'est là la raison d'être des accords militaires sur le plan international. C'est un élément important, rationnel, des relations internationales. Mais sauf que ces accords-là, à un certain moment donné, n'ont de sens que si vos leaders ont la volonté de travailler réellement pour votre souveraineté et pour votre défense. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes un État souverain si vous n'avez pas en main votre outil de protection et de défense. Donc, du côté du Mali, on a cette nette volonté de se réapproprier l'indice de puissance. C'est pour cela que le type de partenariat qui est scellé de ce côté-là est un partenariat sélectif, est un partenariat, n'est-ce pas ici,
entre guillemets, techniques qui viennent tout simplement implémenter la même vision. D'accord? Vous ne pouvez pas aller prendre un partenaire qui n'a pas la même vision que la vôtre. Et c'est pour cela qu'il faut comprendre aujourd'hui le partenariat d'Alassane Ouattara dans une certaine mesure, en utilisant par exemple un raisonnement, n'est-ce pas, ici par l'absurde. Aujourd'hui, on voit bel et bien que la philosophie d'Alassane Ouattara est en phase avec la philosophie des États-Unis, la philosophie des États occidentaux. Pourquoi Alassane Ouattara ne pourrait-il pas aller prendre comme partenaire la Russie ou la Corée du Nord? Le même raisonnement, on peut le plaquer du côté de l'AES. Pourquoi les États de l'AES ne peuvent-ils pas prendre comme partenaire la France ou les États-Unis aujourd'hui? La réponse se trouve tout simplement par la volonté politique de ces différents États. Il se trouve donc qu'aujourd'hui, Alassane Ouattara n'a pas la volonté politique de rendre son armée efficace et puissante. Si son armée a gardé cette image aujourd'hui en Afrique et même dans le monde entier, c'est justement parce que le politique, le leader a voulu qu'il en soit ainsi. Donc, la politique de la puissance, l'élément de puissance d'un État n'est tributaire que de la volonté de ses leaders et de ses populations. Ouais. C'est pour cela que dans cette bataille de libération du continent africain, et en ce qui me concerne en tant qu'analyste, je dis toujours que l'élément qui va permettre à l'Afrique de se libérer de son colon, c'est l'élément de l'indice de puissance. Okay. Et je prends souvent l'exemple de la Corée du Nord. Un petit pays, une île qui se fait respecter sur le plan international, justement parce qu'il a su imposer le respect à travers l'indice militaire. Pourquoi l'Afrique n'en ferait pas ainsi? L'Afrique aujourd'hui a tous les moyens de construire son indice militaire parce qu'à terme, c'est le seul outil, élément qui va permettre aux autres de le respecter et de le regarder avec un œil des grands enfants. Merci Dr Sango pour vos lectures sur cette thématique. Regard panafricain est parvenu à son terme. Merci pour votre analyse apportée, pour votre part apportée à ce programme Regard panafricain. Ce fut un plaisir d'échanger avec vous. On rappelle les titres. Au Mali, les autorités ont décidé de réautoriser les activités politiques des différents partis politiques et autres associations assimilées. Également en Côte d'Ivoire, Abidjan donne son feu vert pour accueillir une base militaire américaine sur son territoire. Les soldats chassés du Niger vont se redéployer à Abidjan, disons en Côte d'Ivoire, dans le nord-ouest de ce pays. Ce fut un plaisir d'échanger avec vous, comme je le disais, Dr Sango. On se retrouve donc très bientôt. C'est moi qui vous remercie et je dis merci à tous les téléspectateurs qui nous ont écoutés et aussi aux ancêtres africains parce que je ne saurais terminer cette émission sans remercier fondamentalement les ancêtres africains. Et parlant des ancêtres africains, madame, le mouvement Keepers est en train d'organiser juste après le colloque international qui s'était tenu au Cameroun l'année dernière à l'université de Douala. Et le mouvement Keepers est en train d'organiser une cérémonie mondiale d'hommage aux ancêtres africains les 14 au 19 juillet 2024 au Cameroun, au stade Kamtel Bipanda. Ce sera à Douala. Ce sera à Douala au Cameroun. Oui. Donc c'est une occasion importante pour l'Afrique tout entière, pour les Noirs repartis dans tous les coins du monde, de revenir se reconnecter à leurs ancêtres. Parce que tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est justement parce que le sang de nos ancêtres coule en nous. Or, on ne saurait réaliser des grands projets, on ne saurait remporter des guerres si nous posons des actions qui sont en déphasage avec la volonté des ancêtres. Donc, nous avons pensé dans le mouvement Keepers qu'il était très important pour l'Afrique de se reconnecter d'abord avec ses ancêtres avant d'impulser n'importe quel projet que ce soit. Parce que le projet de la libération du continent africain ne saurait prospérer si nos ancêtres ne communiquent pas
avec nous. Donc du 14 au 19 juillet à Bipanda, il y aura la cérémonie de purification, Oui. les cérémonies de danse traditionnelle, les cérémonies, n'est-ce pas ici, hein, d'explication des traditions et des cultures africaines, et tout le monde, toute l'Afrique sera présente parce que nous enregistrons déjà les délégations qui arrivent déjà de part et d'autre. Il y aura nos frères martiniquais qui viendront, et je pense que vous aussi, vous y serez présente à cette cérémonie-là. Donc, je clore cette émission en appelant à tous les Africains du monde entier, à tous les Camerounais du monde entier, d'être présents au Camtel Bipanda les 14 au 19 juillet 2024, parce que ce sera une opportunité pour chacun d'être purifié et de se reconnecter avec ses ancêtres. Merci docteur Sango. Forio Média évidemment va répondre présent à cet événement qui sera suivi de très près par nos différentes équipes, que ce soit de la radio ou de la télévision. L'information sera relayée. Vous pourrez donc suivre le déroulement de cet événement culturel, on va l'appeler ainsi, à Douala au Cameroun. Merci au docteur Sango, à l'association Keeper qui l'organise, mais également merci à vous qui nous avez écoutez sur For You Radio. L'information et les programmes se poursuivent sur nos différents médias. Regard panafricain, c'est terminé. Au revoir à tous.